Vous êtes sur Radio Prague International, à l'écoute du programme francophone diffusé depuis la capitale tchèque. Bonjour à toutes et à tous. L'actualité du jour est évidemment dominée par la victoire de Péter Magyar en Hongrie qui sonne le glas de 16 ans de pouvoir pour l'illibéral Viktor Orbán. On s'intéressera aux réactions en Tchéquie alors que le Premier ministre Andrej Babiš avait publiquement soutenu ce dernier. Cinéma ensuite avec la sortie en salle du film français Le Chant des Forêts. Nous avons rencontré son réalisateur Vincent Munier lors de son passage dans la capitale tchèque. Mais tout de suite, c'est le bulletin d'information présenté par Alexis Rosenzweig. Les informations. Félicitations à Péter Magyar pour sa victoire électorale. Faire face à un adversaire aussi puissant que Viktor Orbán n'a jamais été facile, mais il a gagné la confiance de la majorité des Hongrois et porte de grands espoirs et attentes. Il ne doit pas décevoir. C'est ce qu'a écrit le Premier ministre tchèque ce lundi matin sur les réseaux sociaux après avoir soutenu le chef du gouvernement sortant Orbán pendant la campagne électorale. Je respecte le résultat des élections et j'attends avec impatience notre coopération, car les relations entre la Hongrie et la République tchèque sont étroites et je travaillerai toujours de manière constructive avec quiconque les électeurs choisiront, a ajouté Andrej Babiš. En Hongrie, la démocratie a triomphé, les gens souhaitaient un changement et une orientation européenne. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe, a pour sa part indiqué le président tchèque Petr Pavel lundi matin, après avoir également félicité Péter Magyar. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, le parti d'opposition TISA de Péter Magyar remporte 138 sièges sur les 199 du Parlement hongrois, obtenant une large majorité, loin devant le Fidesz de Viktor Orbán qui ne compte que 55 sièges. Plus d'informations sur le sujet dans notre programme du jour. Les actions du fabricant d'armes tchèque Colt CZ Group ont été admises à la cotation sur la bourse néerlandaise Euronext Amsterdam. Elles devraient commencer à y être négociées sur le marché réglementé à partir de ce mercredi 15 avril. Le groupe Colt CZ, qui opérait jusqu'en 2022 sous le nom de CZG Česká zbrojovka, a annoncé cette nouvelle ce lundi à l'agence ČTK. Les actions de Colt CZ sont déjà cotées à la bourse de Prague et selon l'entreprise, elles seront entièrement fongibles entre les deux places boursières. Aviation, le trafic de la compagnie aérienne allemande Lufthansa et de 3 de ses filiales a été fortement perturbé ce lundi par une grève de 2 jours des pilotes. Celle-ci a débuté 1 minute après minuit et doit se poursuivre jusqu'à mardi minuit. Les perturbations ont touché des aéroports dans toute l'Allemagne. 18 liaisons entre Prague et les 2 plus grands aéroports allemands, Francfort et Munich, ont également été annulés. La grève a été lancée par le syndicat des pilotes Vereinigung Cockpit et concerne Lufthansa ainsi que ses divisions Lufthansa Cargo et CityLine. La filiale Eurowings n'est pas concernée, ou plutôt est concernée pour la journée de lundi seulement. Les perturbations affectent principalement les aéroports de Francfort et de Munich. Le syndicat prévoit l'annulation de centaines de vols dans toute l'Allemagne et selon le site de l'aéroport Václav Havel de Prague, 10 vols entre Prague et Francfort ainsi que 8 entre Prague et Munich ont déjà été annulés en raison de la grève. Une intervention de la scénographe, designer et architecte d'exposition française Clémence Farel ouvrira ce lundi soir dans l'espace culturel Archa Plus à Prague un symposium de 3 jours consacré au commissariat d'exposition et à la mise en scène des expositions. Cet événement international qui réunira environ 70 intervenants est organisé par la Quadriennale de Prague de scénographie et d'espace théâtral. Il se déroulera cet événement sous le titre Performing Exhibitions Curating Scenographies. Le symposium constitue également une préparation à la prochaine Quadriennale de Prague prévue en 2027 dans l'enceinte du Parc des Expositions. Clémence Farel se présentera pour la première fois en Tchéquie. Et puis des lectures publiques des noms des victimes de la Shoah seront organisées ce mardi 14 avril à l'occasion de Yom HaShoah dans 41 villes de Tchéquie. Un événement organisé par l'Institut de l'initiative de Terezín à Prague. L'événement se déroulera dans le centre sur la place Mariánské náměstí. Par ailleurs, une cérémonie commémorative à l'occasion de l'inauguration du monument dédié aux victimes de la Shoah, intitulé « Emporté pour l'éternité » dans le parc Chodovská tvrz, dans le 11e arrondissement de Prague. Le monument rend hommage aux habitants des quartiers de Chodov et de Háje qui ont été déportés dans des camps pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et on termine comme d'habitude avec la météo, 20 degrés pour les maximales et un ciel dégagé au moins en partie. Ce sont les prévisions pour le mardi 14 avril à Prague. Dans un instant, la suite du programme francophone. Radio Prague International, le programme francophone. En Tchéquie aussi, où le Premier ministre Andrej Babiš avait exprimé son soutien à son homologue sortant, Viktor Orban, à la veille de l'ouverture des bureaux de vote, la large victoire de Péter Magyar, conservateur pro-européen, aux élections législatives en Hongrie dimanche 12 avril a suscité de nombreuses réactions. Si le chef de la diplomatie, Petr Matčenka, a regretté que la République tchèque ait perdu un allié, le président Petr Pavel considère lui le succès du parti d'opposition TISA comme un triomphe de la démocratie et une bonne nouvelle pour l'Europe. Les détails avec Guillaume Larguet. Orban a perdu et avec lui Babiš et ses partenaires de coalition, pouvait-on lire sur le site de Respect ce lundi matin, au lendemain du triomphe dans les urnes de Péter Magyar. Le rédacteur en chef de l'hebdomadaire libéral, Respect donc, estime, je cite, que le résultat des élections hongroises est la bonne nouvelle tant attendue pour la Tchéquie et l'Europe. Fin de citation. En remportant un peu plus de 53% des suffrages et surtout 138 des 199 sièges que compte l'Assemblée nationale hongroise. Un triomphe renforcé par un niveau de participation record à près de 78%. Le parti d'opposition TISA a non seulement mis fin à 16 années de règne de Viktor Orban qui était au pouvoir depuis 2010, mais aussi obtenu une majorité constitutionnelle qui devrait lui permettre de lancer les réformes nécessaires pour démanteler l'héritage laissé par le futur ex-premier ministre et réorienter la Hongrie vers le camp des démocraties libérales. Comme le chef de l'État qui s'est félicité du triomphe de la démocratie en Hongrie, pays dont les habitants, toujours selon Petr Pavel, ont montré qu'ils aspiraient à un changement et à une orientation européenne. Respect voit lui aussi dans ces résultats une excellente nouvelle pour l'Europe, mais également une mauvaise nouvelle pour tous les dirigeants autoritaires. Et ce donc y compris en République tchèque et plus concrètement pour Andrej Babiš, Tomio Okamura, chef du parti d'extrême droite SPD et président de la Chambre des députés, et Petr Matčenka, chef lui de la diplomatie et leader du parti des automobilistes, troisième formation de l'actuelle coalition gouvernementale qui, je cite, toujours respecte, se réclame d'un autoritarisme hongrois devenu une source d'inspiration. Fin de citation. Ce lundi, cependant, les réactions des principaux dirigeants tchèques n'ont pas toutes été identiques. Après avoir soutenu publiquement Viktor Orban samedi sur le réseau X, Andrej Babiš n'a ainsi pas manqué de féliciter Péter Magyar pour sa victoire, estimant que celui-ci avait su, je cite, gagner la confiance des Hongrois et qu'il porte de grands espoirs et attentes. Le Premier ministre tchèque a déclaré qu'il attendait, je cite, toujours avec impatience leur coopération, car les relations entre la Hongrie et la République tchèque sont étroites, et a ajouté Andrej Babiš, « Je travaillerai toujours de manière constructive avec quiconque les électeurs choisiront. » Fin de citation. Inversement, le ministre des Affaires étrangères a, lui, ouvertement exprimé sa déception. Avec Viktor Orban, notre gouvernement perd indéniablement un allié au sein de l'Union européenne, a réagi Petr Matčenka, tout en n'omettant néanmoins pas de faire remarquer, je cite, que le mouvement de Péter Magyar, TISA donc, et le parti de Viktor Orban, Fidesz, partageaient une base commune, fin de citation, formulant par conséquent l'hypothèse que le nouveau gouvernement hongrois ne répondra peut-être pas aux attentes de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie tchèque, Petr Matčenka, donc espère que l'issue du scrutin, je cite, n'est peut-être pas une si mauvaise nouvelle pour les conservateurs. Fin de citation. De manière plus générale, comme en Slovaquie voisine, où le Premier ministre Robert Fico, contraint de prendre acte de la décision des citoyens de la Hongrie, s'est dit, je cite, prêt à une coopération intensive avec son prochain nouvel homologue à Budapest.
En République tchèque aussi, la presse se demande si l'arrivée aux affaires de Peter Magyar pourrait permettre de relancer le format du groupe de Visegrad. Le groupe de Visegrad, cette alliance politique qui ces dernières années, en raison notamment de la guerre en Ukraine et des positions des uns et des autres vis-à-vis de la Russie, a davantage divisé que rassemblé ces 4 pays membres que sont, on le rappelle, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. L'annonce faite par Peter Magyar que son premier déplacement à l'étranger le mènerait en Pologne laisse à envisager un embellissement des relations entre Budapest et Varsovie, mais aussi une possible renaissance de la coopération en Europe centrale, comme l'analyse le site Seznam Sprawy. Dans sa déclaration de politique générale, le gouvernement tchèque a mis l'accent sur la coopération au sein du groupe de Visegrad et le gouvernement slovaque y aspire également. Prague et Bratislava pourraient donc finalement adopter une attitude pragmatique. Après les élections, Robert Fico et Andrej Babiš ont tous deux félicité Magyar et ont fait part de leur volonté de coopérer. Fin de citation pour Seznam Sprawy. Du coup, même pour le site info.cz, un portail d'opinion conservateur dont le chroniqueur exprime son soulagement personnel, et ce bien que Peter Magyar ne soit pas son favori, pas de doute, c'est assurément, je cite, à une victoire qui va changer la donne politique en République tchèque aussi, à laquelle, vue de Prague, nous avons assisté en Hongrie. Le réalisateur et photographe animalier Vincent Munier a présenté vendredi dernier au Festival Journée du film européen à Prague son documentaire Le chant des forêts, Šepot lesa en tchèque. Ce film, qui est un succès en salle en France et ailleurs, emmène le spectateur au cœur des forêts vosgiennes pour découvrir cerfs, oiseaux, renards et lynx et peut-être aussi le légendaire grand tétra. Magdalena Hrozinkova a rencontré Vincent Munier. C'est quoi ton meilleur souvenir ? C'est comme j'ai vu pour la première fois le grand tétra. Ça a été un grand moment, ouais. Cet oiseau vivait dans les Vosges. Vincent Munier, bonjour. Bonjour. Dans votre très beau film Le chant des forêts, vous nous invitez dans les Vosges à la découverte de la nature locale, des animaux qui vivent. Et c'est aussi une balade familiale, puisqu'on découvre tout ça en compagnie de vous-même, de votre père, de votre fils. Dans le film, vous racontez aussi comment vous-même, quand vous étiez petit, vous avez commencé à observer la nature aux côtés de votre papa. Et je voudrais commencer par ça. Comment est née chez vous donc cette passion pour la nature ? Comment êtes-vous devenu un photographe animalier ? Alors, il s'est passé un moment quand même assez important. Il y avait déjà un cadre familial qui était intéressant parce qu'il y avait une maison, on habitait dans une maison pas très loin de la forêt, avec des parents qui nous ont toujours un peu ouvert les yeux sur cette beauté de la nature et du jardin, tout ce qui nous entourait, la rivière, la Moselle, on y passait beaucoup de temps. Donc il y a eu ce terreau en l'occurrence qui était précieux. Et puis ensuite, mon père était passionné de nature, assez écologiste un peu engagé dès les années 70. Et il faisait de la photographie plus pour ses combats, pour essayer de sensibiliser les gens. Et il m'a prêté une fois son appareil photo quand j'avais 12 ans. Et là, c'est vrai qu'il m'a laissé pendant quelques heures à l'affût, sous un filet de camouflage, sans bouger, contre un arbre. Et c'est pas évident quand t'es à 12 ans tout seul en forêt, il y a un mélange d'angoisse et de fascination. Et là, j'ai fait ma première photo d'un animal sauvage, qui était un chevreuil, qui est venu derrière moi, j'entendais ses pas qui s'approchaient, qui passaient devant. Et j'ai vécu ça comme un mirage, quelque chose d'assez irréel. Et la photographie a pu figer cet instant incroyable. Et j'ai pu le partager après avec mes amis, avec ma famille. Et j'ai trouvé que c'était juste génial. C'est-à-dire que cette technique de l'affût, de s'effacer, d'être comme un arbre, une branche, et puis de voir ces animaux, ces présences qui sont invisibles hein, et qui peuvent le devenir. J'ai trouvé ça tellement génial et pouvoir figer ça. Donc 12 ans, c'était un déclic. Ma vie a basculé
Et c'était l'école de la forêt finalement, parce que j'étais tellement fasciné que j'ai rien fait à l'école. Mes études, je les ai arrêtées très tôt pour partir en forêt, dans les Carpates, en Slovénie, en Scandinavie, dès que j'ai pu avoir les moyens. Et donc ma vie a été destinée qu'à ça. Et comment on filme les animaux sauvages? Comment réalise-t-on un film où ces animaux jouent un rôle principal? Voilà, comment les avez-vous filmés Vous avez passé une dizaine d'années à faire ce film. Oui, puis encore, c'est franchement l'aboutissement de toute notre histoire, en l'occurrence de mon père, mon fils et puis moi. Donc mon fils, je l'ai intégré dans le projet parce que justement, il a l'âge, dans le film, il avait l'âge que j'avais quand j'ai eu vraiment ce switch, quand j'ai commencé à être fasciné par l'affût. Et puis j'avais aussi cette envie de capter le jeune public dans ce film. Et sa présence nous aide énormément. Et donc, ça s'est fait sur le long terme, quoi. C'est vraiment un aboutissement de cette histoire, de cette vie de passionné, comme d'autres. Ça peut être la musique, ça peut être le sport. Moi, c'était ça, quoi. C'était poser mon regard sur tout ce qui m'anime, toute cette beauté du monde vivant, depuis très longtemps, par la photographie. Après, j'en ai fait mon métier. J'étais aussi éditeur pour faire mes films, pour faire mes livres, pardon. Après, producteur pour faire mes films. C'est un travail très de passionné, très artisanal, on va dire. Je fais ça dans ma petite ferme, avec toujours cette mission d'être un peu un passeur, un médiateur, parce que je souffre quand même de voir que tous mes contemporains, enfin beaucoup en tout cas, ne prennent plus le temps de ça, quoi. Et j'ai la sensation d'être une passerelle, en l'occurrence, entre ce monde des non-humains avec les humains. Et c'est probablement le message fort du film, il est là, quoi. Comment est-ce qu'on habite notre terre, notre région, notre forêt, en composant avec tous ceux qui sont déjà là, quoi. Et pour ça, je crois que il faut pas négliger le beau, la sensibilité, la poésie. Ça nous aide, en l'occurrence, à être plus attentifs à ceux qui habitent avec nous cette terre. Donc, 10 ans de prise d'image, c'est ça? Oui, même un peu plus, mais on a été chercher sur à peu près 6, 8, peut-être 10, je ne sais plus, d'archives, parce que celle d'avant n'était pas exploitable, c'était fait avec des caméras qui n'étaient pas de la même qualité. Mais oui, il y a déjà ça. Donc, il y avait un Capital Image qui était là, parce que c'est tous les matins, tous les soirs à l'affût pour capter, essayer de capter et les belles lumières et les animaux. Et puis cette envie de raconter notre histoire de transmission. Donc là, c'était sur une petite année où on partait les week-ends ou pendant les vacances avec mon père, Simon et moi. J'avais l'aide de 2 amis qui nous ont filmés aussi, mais on était une toute petite équipe. Donc voilà, il y avait ce capital archive images, des images animalières, et puis nous, ce qu'on allait vivre, et on savait pas en amont ce qu'on allait vraiment. Il y avait des intentions, mais on n'était pas sûr de voir le lynx, de voir le grand tétra en Norvège. Donc tout ça, on l'a fait de manière très spontanée, naturelle, avec des notes d'intention en amont. Et après, il y a eu une deuxième écriture, en l'occurrence au montage, en fonction du matériel qu'on avait pu obtenir. J'ai lu quelque part que le grand tétra était le 4e personnage, oui, de ce film. Pourquoi vous aviez envie de parler justement de cet oiseau qui disparaît? Mon père, déjà, il lui a dédié toute sa vie. Plus de 50 ans à essayer de le protéger, de protéger son habitat. Et puis en l'occurrence, c'est un échec parce que il souffre du réchauffement climatique principalement. C'est un oiseau des forêts froides. Et là où on habite dans les Vosges, à 800 mètres, 1000 mètres d'altitude, on n'a plus les mêmes hivers qu'avant. Donc il se meurt jusqu'à l'extinction. Là, on n'a plus que 2 femelles autochtones. Et mon père a vraiment passé un temps, je ne sais plus combien, plus de 1000 nuits sous un même sapin pour essayer de l'observer, parce que c'est un oiseau qui est très farouche, très sensible. Vous dites dans le film qu'il faut être encore plus fantôme pour l'observer que lui. C'est un peu l'oiseau fantôme, et pour le voir, il faut vraiment faire, c'est un peu l'affût ultime, c'est-à-dire qu'il faut se glisser sous le sapin à 5-6 heures le soir, jusqu'au lendemain matin 11 heures pour ne pas le déranger. On est sous le sapin, caché. On voit juste une petite trouée pour apercevoir s'il vient danser sur la clairière, mais
Mais c'est quand même des affûts un peu engagés, quoi. 12 heures sans bouger dans un sac de couchage où tout est minutieusement préparé pour pas faire de bruit. On enlève tout ce qui est plastique, tout ce qui est... Vraiment, c'est l'affût ultime. Et on en parle parce qu'il nous a montré, en fait, grâce à cet oiseau-là, il nous a ouvert un peu les yeux sur tout un monde qu'on ignorait. Parce que le fait de se cacher... c'est l'affût, quoi, l'affût ultime. On voit quand même des choses assez fascinantes, quoi. Donc, il nous a ouvert les yeux sur une multitude d'autres espèces, animales ou végétales. Et puis aussi, il était très exigeant, quoi, sur la qualité de son habitat. Et là où il était, c'est là où il y avait ce qu'on appelle la forêt qui chante, le chant des forêts. C'est là où il y a vraiment une grande diversité. À tout niveau, des insectes, des oiseaux, c'est une forêt qui chante, quoi. Et ça, il nous a appris ça. Qu'est-ce qu'une vraie forêt ? C'est une forêt avec des arbres diversifiés. Voilà, des sens différents, des âges différents, des arbres morts au sol, des clairières. Et ça, c'est aussi un autre combat pour lutter contre les forêts d'exploitation. Un peu ce qu'on fait pour l'agriculture. Et ça, attention, quoi. On se dit qu'on peut continuer, évidemment, à utiliser le bois pour nous, mais de manière un peu plus raisonnable et pas faire des champs d'arbres. Le son est très important dans votre film, qui s'appelle, en l'occurrence, Le chant des forêts. Vous avez aussi reçu un César, pas seulement pour le meilleur documentaire, mais le César du meilleur son. Quels sont les bruits et les sons que vous vouliez avoir absolument dans votre film ? C'est aussi les affûts au grand tétra où finalement on était dans le noir tellement caché. Finalement, c'est plus l'ouïe qui est le sens qui travaille. C'est plus que la vue. Et le son, mais c'est évident que c'est tellement précieux quand on est à l'écoute, quand on est un peu à pister une bête ou à essayer d'en savoir un peu plus. Le son, moi, ça me fait rêver. Il y a une part aussi, on laisse une grande part à l'imagination. C'est un peu comme le média de la radio, quoi. Je trouve que, un peu comme dans mes images aussi, moi j'aime beaucoup juste lever légèrement le voile et que chacun après se fasse sa propre interprétation. Et un son, quand on est dans le noir et qu'on entend un souffle ou des cris, c'est beaucoup plus fort, c'est hyper puissant, je trouve. Il y a un mélange d'angoisse aussi, de fascination, et on a construit des scènes autour d'un son. Ça, c'est comme le cri du lynx, quand il est venu feuler sur mon micro, c'était incroyable. On l'entend qui s'approche avec ses petits pas, tout doucement, jusqu'à respirer le micro. Mais ça, c'est fascinant, quoi. On est dans le noir, on entend ça, ça laisse une certaine magie, quoi. On laisse part à ça, quoi. Et ça, c'est la qualité du cinéma. Il y avait cette envie, quand même, de vous emmener avec nous à l'affût, de manière très intime. Et donc d'être le plus vrai possible, quoi. Et le cinéma, comme on est entouré d'enceintes, on a l'image, et on a tous les ingrédients pour retrouver la réalité des affûts. Donc le son, c'est aussi un personnage hyper important. On a vraiment pris beaucoup de temps pour le son. Et j'en rajoute, c'est quasiment pas de bruitage, à part quelques bruits. C'est vraiment des sons qu'on a captés en posant des micros en forêt, qu'on laisse tourner, on récupère et on écoute. C'est fascinant. J'ai encore des micros qui tournent là, hein. J'en ai posé il y a 2 jours pour une petite chouette, mais pas que, parce qu'il y a aussi des grives, il y a des jets, il y a les pics qui sont en train de marteler sur les bois morts, c'est extraordinaire. Mais c'est tout un chant, et c'était le but de ce film, quoi. Le chant des forêts, c'est comment est-ce qu'on redonne la parole aux bêtes, à ceux qu'on n'écoute plus finalement. Votre film a eu un grand succès en France. C'était plus d'1 million d'entrées. Ça vous a surpris ? Mais complètement, on l'a tellement pas fait pour ça. C'est un film qui est assez poétique, qui est assez lent, qui est pas, basé sur le spectaculaire. C'est des espèces très accessibles, assez ordinaires. Et à l'inverse de mon précédent film qu'on avait fait sur La Panthère des Neiges avec l'écrivain Sylvain Tesson, où là, on était en haut, sur les hauts plateaux du Tibet, avec une espèce emblématique, la panthère des neiges, un écrivain célèbre.
On avait beaucoup d'ingrédients pour une réussite. Et là, moi je me suis dit, avec ce film très intime, très personnel, sur ma famille et la forêt autour de chez moi, si on fait moitié, c'est tant mieux. Et en effet, on a fait 2 fois plus, on est à 1 300 000. En Allemagne, il fonctionne très bien, en Suisse, en Belgique, on l'a vendu dans 20 pays. C'est incompréhensible et en même temps rassurant, quoi. C'est-à-dire que on se sent moins seul, sensible à cette poésie du monde sauvage et tout ce qui ne concerne pas que l'homme, quoi. Et donc là, moi, je trouve que c'est plutôt encourageant. Et en même temps, je me dis même un peu... comment dire, ça pose question, parce que j'étais surpris de ce succès, et je me dis, les gens peut-être se rendent compte à quel point on s'est échappé de tout ça, quoi. Et c'est interrogatif quand même, et j'ai la sensation que ça a réveillé un petit peu nos âmes d'enfants, cette capacité à s'émerveiller devant tout ça. Et c'est une grande drame probablement de notre société où très vite on nous met dans un rail, quoi, et où tout va trop vite aussi. Tout va trop vite. Les images de succès qu'on suit sur les réseaux sociaux, exactement. dans les films, et votre film, c'est tout le contraire en fait. Avec son rythme lent et oui, mais son c'était aspect vraiment, contemplatif. c'était pas fait pour ça. C'est là où c'est une belle surprise. C'est peut-être qu'on se rend compte que regarder les vidéos sur Instagram x2, ça va un temps, quoi. On va devenir complètement fou. Ça montre que peut-être que revenir à un rythme plus naturel finalement va nous apaiser de l'intérieur. Et peut-être un peu refleurir un peu ce qui s'est endormi, cette espèce de feu sacré qu'on avait gamin et qui s'est complètement éteint en quelque sorte. Vous avez des réactions du jeune public aussi sur votre film ? Eh ben oui, pareil. Alors, parce que vous avez vu le début, il y a quand même beaucoup de poésie, beaucoup de lenteur. On est dans de la contemplation et ça va à l'inverse de leur rythme. Et j'étais agréablement surpris. Et je pense que c'est aussi grâce à la présence de mon fils, Simon, qui est dedans. Ça aide évidemment, mais on est surpris que dans les écoles, les jeunes adhèrent. Ce film est aussi une sorte d'hommage à votre père, c'est ça ? Oh ben oui, c'est un hommage. Il approche les 80 ans, donc il a de plus en plus de problèmes de santé, c'est évident. Il a du mal à porter son sac à dos pour aller dormir en forêt. Il se sent et j'avais quand même envie avant qu'il s'éteigne vraiment, de transmettre ce qui m'a légué en quelque sorte. Et il y a cette phrase dans le film, on est dans ce qui s'en va. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Il va partir, mais ça montre aussi un côté lumineux de la mort, c'est-à-dire que la mort amène la vie. Et tout comme ces arbres morts au sol, sur lesquels viennent pousser des petits sapins, où ils plongent leurs racines dans leurs ancêtres pour grandir. Et il y avait cette analogie entre Simon et mon père, et puis ces arbres morts qui sont tellement précieux, quoi. Cette espèce d'humus où c'est de la vie qui est là, et on va redevenir humus. Et ce grand cycle, il n'y a rien de nouveau, mais on l'oublie un petit peu, quoi. Je vous remercie. Merci à vous. C'était le réalisateur et photographe animalier Vincent Munier qui est venu la semaine dernière à Prague pour présenter son documentaire Le Chant des Forêts qui sort dans les salles tchèques. C'est ainsi que s'achève notre émission. Merci de l'avoir suivi. Le reste de l'actu tchèque en français, vous le savez, c'est sur les réseaux sociaux. Rendez-vous sur notre page Facebook, notre profil Instagram, mais aussi sur nos comptes Twitter X et notre compte Blue Sky. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon vent. Ahoy.